Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Quand sciences de gestion et sciences de l'information et de la communication se rencontrent. Henri Alexis. L'idée de réunir le temps d'un ouvrage et de façon ostensible des chercheurs essentiellement en sciences de gestion, SG, et en sciences de l'information et de la communication, SIC, a dépassé toutes nos espérances. Les chercheurs se sont massivement mobilisés, prêts à partager, ou à défendre, avec passion et verve leur champ de recherche. Si un colloque par exemple constitue un lieu idéal de débat et de confrontation verbale, les échanges et la capitalisation des connaissances nouvelles demeurent malheureusement souvent circonscrits aux seuls membres présents. C'est pourquoi il paraissait nécessaire de susciter et d'inscrire les opinions de chacun dans le travail collaboratif et la distanciation d'un ouvrage collectif. Sans pour autant reprendre de stériles querelles de chapelle entre disciplines, les auteurs de cet ouvrage mettent l'accent sur la complémentarité des sciences dans l'étude de l'objet à la fois riche en modélisation et en symbolisme que constitue la communication des entreprises, étendue dans une vision plus large à celle des organisations, les entreprises commerciales ou industrielles mais également toutes les institutions comme les hôpitaux, les écoles, les collectivités. La communication des organisations se situe à l'interface des champs disciplinaires à la fois distincts et complémentaires que sont les sciences de gestion, les sciences de l'information et de la communication, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie sociale. Le fait de ne sélectionner dans cet ouvrage que les travaux de chercheurs en SIC et en SG reflète à notre sens l'ensemble des positions des chercheurs qui travaillent sur le sujet, et qu'il est ainsi possible de regrouper en deux postures majeures. Nous pouvons en effet distinguer, certes de façon simpliste, d'une part les chercheurs qui perçoivent la communication comme un processus récurrent de construction de l'organisation et ce dans une approche systémique, et d'autre part les chercheurs qui considèrent la communication comme un outil au service de l'organisation. Chacune des deux disciplines puise alors à l'envi dans les disciplines voisines, les référents qui s'accordent le mieux à ces postulats. Ainsi l'étude de la communication des organisations gagne incontestablement en profondeur dans une approche à la fois historique, contextuelle et processuelle. Choisir d'étudier la communication d'une entreprise ou d'une organisation à travers ses pratiques et ses représentations revient à nous interroger réellement sur le sens qu'elle génère. Aussi l'enjeu de cet ouvrage est-il de mettre en perspective les pratiques communicationnelles des organisations et des entreprises, selon des éclairages scientifiques différents. Ce travail traduit la prise de conscience d'un nécessaire croisement des connaissances, dans l'étude des objets en sciences humaines et sociales. Le champ fort vaste de la communication des organisations n'est bien évidemment pas couvert. Il nous a semblé prédominant d'éclairer des points spécifiques, choisis pour leur pertinence actuelle, comme les outils numériques ou prospectives, l'éthique dans la communication par exemple. Ainsi réunis autour d'un aspect singulier de la communication des organisations, chercheurs en gestion et chercheurs en information et communication échangent concepts et méthodes. Pour ne reprendre que l'aspect éthique de la communication des organisations, celui-ci peut difficilement être abordé sous un seul angle. L'approche suppose en effet une prise en considération synchronique de l'économique et de la morale. Ainsi les chapitres sur l'éthique, loin de constituer des modes d'emploi de l'éthique en entreprise, peuvent davantage être apparentés à des séries d'interrogations tant sur le bien-fondé de l'éthique dans la communication d'entreprise que sur les pratiques qui en découlent ou encore sur la prospective. Il s'agit pour les auteurs d'identifier les courants majeurs qui posent le débat, et de prolonger par leurs échanges les apports existants. Si la concurrence entre les disciplines scientifiques n'a pas entièrement disparu, elle cède heureusement peu à peu la place à des relations constructives entre les chercheurs. Il est ainsi possible de distinguer, au-delà des clivages institutionnels, une unicité des sciences sociales. Néanmoins au sein d'une même discipline, des postures scientifiques distinctes se retrouvent. Les SIC, pour ne citer qu'elles, n'ont pas une épistémologie unique et bien souvent la pluralité des méthodes n'a d'égal que la multitude des objets. Ainsi certains travaux de recherche s'inscrivent dans la lignée positiviste de la méthode hypothético-déductive, causalité linéaire, et d'autres plutôt dans les voies de l'induction, de la complexité, du relativisme ou encore de l'interprétation. Et si les SIC partagent avec les SG des objets de recherche, les questionnements n'en diffèrent pas moins.
Nous admettons aisément, à l'instar de nombreux chercheurs, que les SIC favorisent l'interdisciplinarité. Aussi cet ouvrage, rappelons-le, pose-t-il davantage l'accent sur la complémentarité que sur l'antinomie. Le chapitre épistémologique d'Ahmed Silem et de Damien Brutet de Rémur confronte par exemple avec brio les attitudes de deux chercheurs, l'un en sciences de l'information et de la communication et l'autre en sciences de gestion. Les auteurs positionnent les champs des SIC et des SG par rapport à ceux de disciplines plus anciennes à l'instar de la psychologie, de l'anthropologie ou encore de la sociologie. Et les auteurs de rappeler qu'un même objet étudié par des chercheurs aux appartenances scientifiques distinctes n'engendre pas forcément la confusion ou la fusion comme il est coutume de penser, mais plutôt un espace de rencontre au carrefour des disciplines. L'entreprise, par exemple, ne peut être conçue exclusivement comme une réalité économique. Elle est également, et d'aucuns affirmeront même avant tout, une réalité humaine et sociale. Par conséquent, l'étudier sous un seul angle, et nous entendons par là l'expertise d'un seul chercheur, est l'amputer délibérément de l'une ou de l'autre de ses multiples dimensions, à savoir économique, organisationnelle, sociologique, politique et bien évidemment communicationnelle. Ainsi, les styles de communication sont étroitement liés au mode de gouvernement des organisations. Dans le modèle de la transaction par exemple, cher aux gestionnaires, figurent des besoins de coordination, de communication contrôlée et de feedback, mais le caractère construit de la communication interpersonnelle développée par les chercheurs en SIC est complètement ignoré. La pertinence d'une complémentarité entre les champs est évidente. Il nous est impossible à nous chercheurs des sciences humaines et sociales, contrairement aux chercheurs des sciences dites exactes, de nous satisfaire d'un phénomène d'accumulation des savoirs, nos connaissances se formant inéluctablement au sein d'un processus réflexif. Ce processus réflexif est parfaitement décrit par Serge Agostinelli, à travers l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les organisations. L'auteur s'interroge en effet sur la relation entre les usages, les situations et les outils numériques dans les deux champs disciplinaires SG et SIC, en privilégiant le caractère dynamique et complexe du processus. Ce n'est pas tant la spécificité des outils qui est étudiée, que leur usage par l'homme. L'auteur situe l'usage des outils numériques dans un environnement communico-socio-technique, qui dépasse les limites conceptuelles d'un déterminisme technologique ou social. Et pour reprendre l'expression de l'auteur, c'est l'intégration en train de se construire qui permet la construction d'un espace commun, les paramètres techniques demeurant étroitement mêlés au symbolisme, aux représentations mentales, aux pratiques sociales. Le questionnement de Pascal Péquet sur l'usage des NTIC dans les organisations est davantage axé sur la constitution d'un apprentissage de la relation entre l'internaute et l'entreprise commerciale via le web. Le développement de l'interactivité entre l'internaute et l'entreprise se positionne sur le terrain d'une confiance progressive. Il s'agit d'un échange gagnant-gagnant où l'internaute se dévoile progressivement en contrepartie de certaines prestations. Tony Chagall porte, quant à lui, sur le web, un regard diamétralement opposé à celui de Pascal Péquet, dénonçant avec passion l'atteinte à la liberté de l'usager par une surveillance et une intrusion permanente ainsi que l'apparition de nouvelles zones de domination. Tony Chagall s'interroge sur les conséquences d'une mondialisation qui ferait fi des cultures locales. La communauté des chercheurs n'est pas épargnée par l'engouement numérique, et une certaine reconnaissance via le web semble parfois primer sur une avancée réelle des travaux de recherche. Si l'auteur reconnaît que le concept de totalité ainsi que les échanges avec l'environnement, deux facteurs constituants d'une culture, se retrouvent bien sur le web, il déplore cependant l'abandon du processus lent de transmission des connaissances et des rites, lenteur compréhensible et nécessaire puisqu'elle s'accordait avec le changement de génération. Enfin, l'auteur ironise sur la multiplication des messages par Internet et le piètre accroissement des connaissances engendrées. André Boyer et Edwige Verknook, respectivement chercheurs en SG et en SIC, portent sur l'éthique des affaires un regard quelque peu désabusé. Les entreprises communiqueraient en effet davantage sur l'éthique qu'elles ne la pratiqueraient. De même, les actions éthiques qu'elles mèneraient seraient exclusivement guidées par les gains potentiels et seraient accompagnées inévitablement de tapageuses campagnes publicitaires. Parmi les fléaux de notre planète, sera choisi le plus vendable. L'éthique de gestion apparaît bien ici comme un outil stratégique de long terme,
servie et portée par les techniques et technologies de communication. L'attitude de Claudine Battazzi sur le sujet de l'éthique des entreprises est plus nuancée. Si l'auteur s'interroge également sur les véritables motivations des dirigeants à s'engager dans des démarches éthiques, elle fait tout de même état de divergences dans la recherche du profit. Pour certains dirigeants en effet, seul l'accroissement d'un profit justifierait leur implication dans des projets éthiques, tandis que pour d'autres le profit est considéré seulement comme une éventuelle résultante de l'engagement éthique. L'auteur resitue le sempiternel débat entre la fin et les moyens utilisés, dans une prise en compte d'une éthique optimale qui délaisserait l'utopie d'une décision idéale, mais s'apparenterait plutôt à une prise de décision la moins mauvaise possible. Enfin, l'auteur reproche aux dirigeants d'user de leur éloquence et d'apparenter leur management à un management des apparences, pour susciter l'adhésion de leur personnel à des conduites éthiques. Ce paradoxe flagrant s'inscrit, à l'instar de nombreux autres, dans toute la complexité de l'exercice du pouvoir. L'idée d'une perception communautaire de l'entreprise par l'ensemble des acteurs permettrait de concilier au mieux les résultats économiques, notion de profit, les performances sociales, intérêts portés aux salariés, et les conduites éthiques, moralité dans les actions menées. En définitive, si un rapprochement et une confrontation de chercheurs d'appartenance scientifique distinctes sont propices au développement d'une connaissance plus large du champ, ils permettent également d'éviter une certaine confusion entre les travaux produits par l'observation en milieu naturel et ceux qui s'apparentent davantage à une prescription. Se positionner par rapport aux autres disciplines donne aussi l'occasion aux chercheurs d'entreprendre un réel effort de rigueur méthodologique et épistémologique. Si les auteurs semblent s'accorder, toutes disciplines confondues, sur la nécessité de travailler à partir de cas concrets et de pratiques professionnelles, il paraît tout de même nécessaire de resituer les travaux davantage dans une perspective scientifique, produire de la connaissance que dans une optique opératoire, améliorer l'existant ou préconiser des solutions, ou même divinatoires, annoncer un futur plus ou moins idéal. Et pour reprendre une pensée de Werner Heisenberg, 1961, sans sombrer toutefois dans un relativisme méthodologique stérile, ce que nous observons ce n'est pas la nature en soi, mais la nature exposée à notre méthode d'investigation. 2. La communication des organisations sous les regards des EPISTEMOLOGIES en sciences de gestion et en sciences de l'information et de la communication. Ahmed Silem, Damien Bruté de Rémur. L'objet de ce chapitre épistémologique est d'analyser les productions scientifiques dans le champ de la communication des organisations, en tentant de révéler les conceptions que les chercheurs se font de la science, les méthodes qu'ils utilisent et la nature des résultats qu'ils obtiennent. Pour ce faire, nous proposons de commencer par le rappel des conceptions plus générales développées dans les encyclopédies ou dans les publications à vocation épistémologique dans les champs disciplinaires convoqués sur ce thème de la communication des organisations, que sont les sciences de gestion, SDG, ou le management, et les sciences de l'information et de la communication, SIC. Il ne s'agira pas de reprendre le travail que Françoise Bernard a entrepris au sein des sciences de l'information et de la communication, mais d'apporter un complément par l'examen des épistémologies en gestion et par l'analyse de documents autres que ceux qu'elle a cités. Dans une deuxième section, l'examen portera plus spécifiquement sur la communication des organisations selon la division fonctionnelle en vigueur, mais non unique, en SDG et reprise souvent dans les travaux en SIC, distinguant la communication interne et la communication externe des organisations. L'une et l'autre sont, selon Philippe Schwebig, auteur d'un des premiers ouvrages de synthèse réussis conciliant une réflexion épistémologique avec les propositions normatives du consultant, le moyen privilégié pour établir et conserver un état relationnel entre les organisations et leur public. La communication des organisations, est l'interface rendue nécessaire par la complexification des systèmes en présence. Il s'agira, en survolant des travaux significatifs, de mettre en évidence les thèmes traités, les paradigmes de référence, les finalités poursuivies, les postures épistémologiques et les méthodes adoptées. L'idée ENTITE des nouvelles sciences plurielles. Un champ scientifique se définit par son objet ou domaine qui est nécessairement construit, les problématiques constituant les questions de recherche articulées et enfin les méthodes de recherche mises en œuvre.
L'objet est le territoire des SDG et des SIC. En prenant soin d'éviter de discuter ici l'option méthodologique des expressions communication des organisations et communication d'entreprise, dans la mesure où on admet sans autre développement que ce sont les individus socialement situés qui communiquent ou qui s'informent, on posera que la communication des organisations est une activité sociale totale et qui, comme tout fait social, peut donner lieu à des analyses disciplinaires artificiellement construites et forcément partielles, dont l'intérêt réside dans l'approfondissement des apostrophes. Une perspective. Il est facile de montrer que ce n'est pas l'objet qui fait science. L'objet de toutes les sciences de l'homme, c'est l'homme socialement situé, mais le projet ou la perspective choisie par le chercheur. Ainsi, à titre d'illustration plus diversifiée et moins approfondie que le brillant exercice que propose Alex Mukieli à partir de la communication décrite par Pedaco, on fera observer que le juriste peut étudier les arrêts relatifs à l'entrave du droit d'expression dans l'entreprise, que l'économiste est susceptible de s'intéresser aux performances comparées des firmes en fonction du budget temps des réunions destinées à informer l'encadrement, que le sociologue peut chercher à identifier les groupes sociaux internes à l'organisation en analysant les échanges d'informations avec éventuellement l'analyse stratégique du phénomène de la rétention d'informations pour la maîtrise d'une zone d'incertitude, que l'historien portera par exemple son regard sur l'histoire de la presse d'entreprise, que le sémiologue analysera, entre autres, les dénotations et les connotations potentielles dans le message du directeur général destiné aux actionnaires ou identifier si les grémaciens, les éléments du carré sémiotique dans le message publicitaire que l'apostrophe. Anthropologue pourrait porter son intérêt sur les rites d'accueil des nouveaux embauchés, ou le phénomène d'échange d'informations devant la machine à café alors que les mêmes individus partagent le même bureau, etc. Toutefois, cette façon de concevoir la production de connaissances est remise en cause de manière plus accusée avec la naissance institutionnelle, à la faveur du besoin de développement des filières universitaires professionnelles ou technologiques, des sciences de gestion, SDG, et des sciences de l'information et de la communication, SIC, au cours des années 1970. L'histoire de la naissance et de l'évolution des nouvelles sciences est plus entretenue pour les SIC, pour sa dimension institutionnelle, que pour les SDG. Sans chercher à faire œuvre de nouveauté académique et l'exemple de la géographie que relève Bernard Miège l'atteste, ces nouvelles sciences plurielles sont présentées comme des carrefours ou des champs pluridisciplinaires, multidisciplinaires ou plus souvent encore pour les SIC, interdisciplinaires et plus rarement transdisciplinaires. Leur objet est l'étude des phénomènes complexes que sont l'organisation sociale ou entité sociale, entreprise, administration, institution, dans ses différentes fonctions économiques ou dans son fonctionnement général pour l'une, et l'information et la communication pour l'autre. Synthétisant la riche pensée de François Pérou, Pouvoir et économie, Borda, Alain-Charles Martinet précise du point de vue des SDG, que l'organisation est un acteur qui est simultanément agent de production, organisme social et système politique. Il est inexorablement hétérogène, d'abord parce qu'il englobe d'autres acteurs aux intérêts différents, ensuite parce que les rationalités économiques, sociales et politiques ne peuvent s'agréger. Le point de vue du chercheur est alors d'analyser l'organisation sous ses différents aspects articulés, dans la réalisation des buts que la hiérarchie s'est fixés. Pierre Louard laisse la possibilité au chercheur de s'en tenir à l'analyse sans rejeter la prescription normative, en écrivant que dans son projet scientifique la gestion propose des éléments de connaissance qui permettent de comprendre ou d'améliorer les performances organisationnelles 10. Pierre Morin affirme également que les discours et les écrits en management sont soit normatifs, soit descriptifs, mais il rejoint assez Martinet, lorsqu'il indique qu'il ne faut cependant pas attendre la mise au point du bon modèle de gestion en raison de la diversité des rationalités et des objectifs individuels. Alain-Charles Martinet est néanmoins plus catégorique sur la nature de la connaissance en SDG, tout en admettant cependant le possible intérêt des recherches explicatives ou descriptives. Il écrit que la connaissance en gestion est finalisée. Elle a donc vocation à être propositionnelle, même si la recherche positive peut constituer dans certains cas une activité nécessaire. De toute façon, elle est toujours normative par le matériau qu'elle traite, les concepts qu'elle forge, les visions dans lesquelles elle s'inscrit. Il n'y a pas lieu de la déplorer, mais l'exigence d'explicitation forme un critère scientifique irréductible.
Comme pour suivre l'observation de Jean Piaget qui écrivait en 1972, une science ne débute qu'avec une délimitation suffisante des problèmes susceptibles de circonscrire un terrain de recherche sur lequel l'accord des esprits est possible. Épistémologie des sciences de L. Homme Gallimard, page 41. Bernard Miège et Roger Audin, en 1993, ont explicitement défini les domaines de compétences des SIC dans un texte établi pour la 71e section du CNU, Conseil national des universités. Il s'agit de l'étude des processus d'information et de communication relevant d'actions organisées, finalisées, prenant ou non appui sur des techniques et participant à des médiations sociales ou culturelles. La version, amendée à la marge en 1999, identifie en extension 6 domaines d'études, sans évoquer explicitement la communication des organisations, mais pour laquelle il est possible de justifier l'insertion dans les SIC par chacun des 6 domaines. Ces domaines sont les études sur les notions d'information et de communication, sur leurs relations, sur la nature des phénomènes et des pratiques ainsi désignés, de même que les différentes approches scientifiques qui s'y appliquent. L'étude, d'une part, du fonctionnement des processus, des productions et des usages, et d'autre part, de la réception de l'information et de la communication. L'étude des acteurs, individuels ou institutionnels, de l'information et de la communication. L'étude de l'information, de son contenu, de ses propriétés, de ses effets et des représentations qu'elle véhicule. L'étude des systèmes d'information et celle des systèmes d'accès à l'information, documentaires ou non, informatisés ou non. L'étude des médias de communication sous leurs divers aspects. Notons que cette définition en extension est nettement plus ouverte que celle donnée par Abraham Moll dans la préface à l'ère de MEREC de Jean Cloutier, lorsqu'il écrit « La nouvelle discipline de la communication tend à redécouper le champ des connaissances en sciences humaines à partir de 3 aspects dominants de celle-ci. Agir, communiquer, connaître, et à regrouper dans son domaine une série de phénomènes et de techniques qui jusqu'à présent avaient été pris en charge, faute de mieux, par la psychologie, l'anthropologie et la sociologie. Les domaines du CNU ne se réfèrent pas à des disciplines existantes de manière aussi limitative que la définition d'Abraham Moll, même lorsque Jean Cloutier ajoute la sémiologie, la linguistique, l'histoire, la biologie aux 3 disciplines de l'éminent préfacier dans sa définition fonctionnelle du phénomène de la communication auquel tout logiquement il n'attribue pas le statut de discipline. On fera observer que la dimension économique est négligée, alors qu'elle est explicitement citée dans la prophétisation ou le souhait de la naissance de la science de la communication par association des disciplines des sciences sociales par Claude Lévi-Strauss. Pour les sciences de gestion, comme l'indique Pierre Louard, le domaine de définition est ouvert, combinant les sens contenus dans les termes voisins de direction, d'administration, de gouvernement et de management. Il fait remarquer que les SDG correspondent aux sciences de l'administration au Québec et aux managériales sciences aux États-Unis. Il écrit plus particulièrement « L'absence d'un champ fédérateur, conceptuel, méthodologique, rend la gestion sans véritable frontière ni sur des objets clés, aspects territoriaux, ni sur des questions clés, problématiques, ni sur des modèles articulant objets-questions dans des cadres d'analyse pertinents. D'un côté, elle emprunte beaucoup sans stabiliser ses emprunts, de l'autre, on lui reprend des idées ou des découvertes faciles à retraduire dans des champs plus structurés. De ce fait, il peut être assez vain de tenter de justifier l'appartenance au champ des SDG de travaux qui peuvent relever aussi bien de l'informatique que des SIC, par exemple la conception d'une base de données, ou de l'économie financière et bancaire, par exemple la modélisation de l'évolution des cours de l'indice synthétique d'une place financière. Néanmoins, cela ne signifie pas unification des problématiques entre les disciplines souches de ces sciences plurielles, tout comme d'ailleurs le large pont qu'il conviendrait d'établir entre l'économie et la gestion, selon le souhait de Herbert Assimon, n'implique ni fusion de leur démarche ni confusion de leur but, selon la remarque de Philippe Lorino. Dans les faits, au-delà de sa non-pertinence, le risque de la fusion est fort peu probable. En effet, plus que la délicate définition d'un domaine, c'est surtout le projet d'interdiscipline ou de carrefour disciplinaire qui se trouve sans mise en pratique. Armand Matlard fait remarquer que la notion d'information et de communication et de société de l'information est de plus en plus une notion passe-partout, un passe-frontière disciplinaire,
mais en même temps elle n'accomplit cette mission de carrefour que dans la mesure où chacun reformule la notion à partir de son fief particulier. Dans un texte plus radical et surtout plus polémique que ses publications didactiques, Alex Mukieli ne déplore pas cet état de fait, mais le considère comme inévitable et conforme au mode normal de mise en œuvre d'une recherche d'intention scientifique. Pour lui, l'interdiscipline est un mythe. La conduite d'attachement à l'interdisciplinarité est présentée comme une recherche de valorisation par rapport aux disciplines établies, une défense contre la critique scientifique et une protection d'espaces de liberté individuelle. Tout en fustigeant le mythe du carrefour. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.